Bonjour et bienvenue pour ces rencontres de l'orientation virtuelle. Je suis Clémence Perron, journaliste au Figaro étudiant et à Campus Chanel. Vous souhaitez devenir ingénieur dans un domaine d'avenir qui est le numérique. Vous êtes au bon endroit. Pour cet atelier, je reçois l'ISEP, l'école d'ingénieurs du numérique. Elle recrute en post-bac, post-prépa, mais également après un bac+2 et un bac+3. C'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Alors, je suis avec le directeur général de l'école, Dieudonné Aboud. Bonjour, Dieudonné. Bonjour. Je suis également avec le directeur de la recherche à l'ISEP, Carlos Bader. Bonjour Carlos. Bonjour. Et également avec la responsable du parcours innovation et création d'entreprise à l'ISEP, également enseignant-chercheur, Raja Siti. Bonjour Raja. Bonjour. Alors on va commencer avec Monsieur Aboud, une présentation brève de l'école, s'il vous plaît, en quelques mots. Qu'est-ce que c'est l'ISEP? Bonjour à tous, bonjour aux internautes qui nous suivent. Nous allons essayer de leur fournir le maximum d'informations pour qu'ils puissent se positionner et prendre des bons choix pour leur formation l'année prochaine. L'ISEP, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général à but non lucratif. Il assume une série de missions et de formations que je vais décrire rapidement. La première mission, c'est la formation ingénieur, qui est la mission principale. Cette formation se fait par deux voies. La première voie, c'est la voie classique sous statut étudiant, qui est suivie par 80% de nos élèves ingénieurs. La deuxième voie, c'est la voie de l'apprentissage, qui consiste à avoir le statut, non pas étudiant, mais le statut apprenti. On est salarié d'une entreprise et on passe la moitié du temps dans l'entreprise et on est élève ingénieur à l'ISEP. C'est une voie d'excellence qui conduit au même diplôme d'ingénieur que la voie classique. La deuxième mission, c'est la recherche et la formation doctorale en collaboration avec l'Université Paris-Sorbonne. Une cinquantaine de chercheurs, d'anciens chercheurs, de post-doc travaillent dans notre laboratoire afin de produire et de diffuser le savoir scientifique. La troisième mission, c'est l'innovation et l'entrepreneuriat. L'innovation et l'entrepreneuriat, c'est une mission importante qui constitue un axe de développement de l'école. Raja Siti étant la directrice de l'innovation, vous en parlera plus en détail. L'ISEP offre aussi des masters spécialisés labellisés par la Conférence des grandes écoles sur des thématiques d'actualité, un master sur la protection des données informatiques personnelles et un master en cybersécurité. L'ISEP aussi offre des formations continues à l'adresse des cadres des entreprises afin de les aider à actualiser leurs compétences, notamment dans les domaines du numérique. Enfin, l'ISEP participe activement au rayonnement du modèle d'excellence à la française dans le monde, à l'international, notamment la formation ingénieur. Je vais faire un focus sur la formation ingénieur, qui est portée par un projet pédagogique innovant. Il s'agit de former des ingénieurs généralistes dans les technologies numériques. Généraliste, ça veut dire ça couvre l'ensemble des composantes du numérique, l'informatique, la cybersécurité, l'électronique, l'Internet des objets, les télécommunications, le traitement d'image, du signal, l'intelligence artificielle. On n'est pas focalisé uniquement sur une composante, c'est l'ensemble de ces composantes-là qui sont développées en cette formation générale. Des ingénieurs qui soient autonomes, entreprenants, capables de s'adapter, de gérer des équipes, de gérer des projets, dotés d'une formation managériale suffisamment développée et solide pour assumer leurs fonctions, des ingénieurs ouverts d'esprit, ouverts sur le monde dans un monde de plus en plus global. Maintenant, comment accéder à l'ISEP? L'ISEP ouvre ses portes larges juste après le bac, avec deux offres spécifiques. Une prépa associée avec le lycée Stanislas, avec le programme officiel MPSI-PSI, et un cycle intégré international dont le programme est plus équilibré entre sciences, techniques, technologie et management et humanité. Il comporte aussi, dans la deuxième année préparatoire, une expérience à l'international. On peut accéder aussi à l'ISEP après les prépas, c'est-à-dire en début du cycle ingénieur, soit par le biais d'un concours, qui est le concours E3A Polytech, ouvert aux étudiants en CPGE, soit par voie d'admission parallèle sur dossier et entretien. Cette voie-là est ouverte aux étudiants détenteurs de DUT, de licence, de master, avec des
Donc, apparemment, on a perdu momentanément le directeur. On va passer à un sujet qui est très important à l'ICEP, c'est la recherche, parce que vous avez également des parcours dédiés à la recherche et vous avez même un pôle qui s'appelle le pôle innovation. Exactement, c'est ça, il me semble, Madame Chiki. Du coup, c'est vous la directrice de ce pôle. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce pôle et qu'est-ce que c'est exactement? Alors donc du coup, on va basculer à la direction de l'innovation. Alors au sein de la direction de l'innovation, nous mettons en œuvre la meilleure stratégie de valorisation de notre recherche issue du laboratoire de l'ISEP, en concertation bien sûr avec la direction de la recherche et avec mon collègue Monsieur Carlos Bader, et nous accompagnons nos étudiants et chercheurs dans leur démarche de création de start-up dans tous les domaines du numérique qu'avait cité préalablement Monsieur Dieudonné Aboud, que ce soit l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'Internet des objets, et que ce soit appliqué pour tous les domaines, la santé, l'agriculture, l'éducation et autres. Ensuite, dans ce pôle, nous avons lancé un parcours innovation et création d'entreprise dont vous aviez parlé au début de ce live, qui offre en fait la souplesse et la flexibilité nécessaires à l'étudiant pour se consacrer pleinement à son projet professionnel, que ce soit pour créer une start-up ou pour intégrer un pôle innovation dans une entreprise ou un grand groupe, ou pour poursuivre une carrière de chercheur. Nous avons d'ailleurs mis en place un certain nombre de bourses, et notamment des bourses orientées innovation. D'accord, vous avez dit innovation, ça se matérialise comment concrètement l'innovation dans votre école? Alors, l'innovation pour les étudiants, qu'est-ce que c'est? Dès l'intégration à l'ISEP, les élèves, les étudiants qui ont un projet d'innovation peuvent se déclarer afin qu'on puisse les accompagner dans l'idéation et l'étude de faisabilité de leur idée. Des séminaires et des tables rondes leur sont proposés régulièrement. Pour cela aussi, nous appuyons beaucoup sur un réseau d'experts bénévoles dans tous les domaines, que ce soit technologique, financier, marketing, juridique et autres, afin de coacher donc nos étudiants. Ensuite, à partir de la deuxième année du cycle ingénieur, et là on intègre le parcours innovation et création d'entreprise. Donc à partir de la deuxième année du cycle ingénieur, les étudiants peuvent donc intégrer le parcours, et ils auront des formations autour de l'entrepreneuriat, de la gestion de projets, voire même de travailler sur des projets pluridisciplinaires avec nos partenaires académiques, que ce soit l'école de design Penningen ou l'université américaine Stanford. Et puis les étudiants, selon l'avancement de leur projet, ils peuvent substituer leur stage par l'intégration dans un de nos deux incubateurs, un qui se trouve dans le 6e arrondissement et l'autre à Issy-les-Moulineaux. Et là, ils auront à disposition des ressources matérielles, humaines, juridiques, et seront accompagnés par nos experts. En fait, au sein de l'ISEP, nous avons toute une chaîne complète de suivi et d'accompagnement des étudiants pour la réussite de leur projet entrepreneurial, que ce soit, comme je disais, l'idéation, la création, voire même le financement, puisque nous avons nous-mêmes un fonds de prêt d'honneur qui permet aux créateurs de disposer des premiers fonds nécessaires à leur lancement et d'accéder à des financements complémentaires tels que les aides proposées par la BPI. Très bien, merci. Merci Raja. Je rappelle aux internautes qui peuvent poser leurs questions à tout moment, et évidemment, vous êtes là pour y répondre aussi plus concrètement. Alors, on est également avec Carlos, vous êtes directeur de la recherche à l'ISEP. Elle a quelle vision, la recherche à l'ISEP? Bon, la vision de la recherche à l'ISEP, elle est primordiale. Comme ma collègue Madame Raja Chiki a commenté, il faut avoir un schéma dans la tête de l'école, c'est que l'école se repose sur 3 piliers, ou bien, si on peut dire, un tripode ou un triangle essentiel, qui est la formation des étudiants, qui est la recherche et l'innovation. Alors, c'est un tout qui fonctionne ensemble. Donc, on essaye en tout moment de la formation des étudiants, à capter des vocations en recherche, des vocations en innovation. Et croyez-moi, on est même nous, au fil des années, agréablement surpris de la capacité des étudiants à innover et avoir des idées vraiment incroyables. Alors, la recherche, l'objectif de la recherche, évidemment, c'est participer à la production du transfert de savoir-faire et du service et son service à la société. On ne peut pas imaginer la France dans le top 5 ou le top 6 sans avoir une politique nationale de recherche. Mais cette politique nationale de recherche,
elle doit se translater ou son support, c'est les politiques de recherche dans les centres académiques et les centres de recherche. La base est là. Okay, et donc, le deuxième objectif, c'est de renforcer à l'ISEP l'ancrage de l'école face à des défis actuels et de l'avenir. Il y a 3 mois, personne n'avait idée du Covid. On pourrait prendre des heures et des heures et des heures. C'est vrai que le Covid a eu une influence parfois négative, mais le côté positif, c'est qu'il y a eu des centaines de milliers de nouvelles startups et de nouvelles idées liées au développement et comment concerner, développer des applications contre le Covid et mieux gérer voilà, la société. Alors oui, le verre est demi-plein, mais il faut être toujours positif dans la vie. Alors la deuxième mission de la recherche à l'ISEP, c'est avoir une approche de la solution par la recherche. Il faut que nous inculquons les réflexes à nos étudiants de comment chercher l'information, de comment la cerner, avoir les outils pour pouvoir superposer les problèmes dans lesquels nous sommes affrontés comme ingénieurs et de là les attaquer par tout le background que l'école leur donne. On les arme voilà, de plusieurs manières. La deuxième mission est de, effectivement, attention, il faut valoriser cette compétence, la compétence en recherche de nos enseignants-chercheurs. Ça veut dire, quand je vous ai parlé du tripode, nous avons une synergie très, très grande entre la recherche et l'enseignement. Ça veut dire, les propres professeurs qui vous donneront des cours, ce sont des chercheurs de renommée. Et au fil des années, les cours subiront des transformations, des évolutions, selon l'évolution de la matière et de la technologie elle-même. Alors, l'école n'est pas statique, même dans l'enseignement. On évolue en fonction de l'interaction et le développement des compétences en recherche. Et ça, c'est très, très important. Alors, nos ingénieurs ou nos futurs ingénieurs voudraient être voilà, des ingénieurs software, des ingénieurs en robotique, en data science, c'est vrai. Mais en nous les inculquant aussi des parties de recherche, ça veut dire en deuxième année, en troisième année, nos étudiants devront faire des petits projets de recherche. Et ça, c'est pour les inculquer une éducation de comment cerner les problématiques du futur et donner leur avis. Parce que oui, il faut écouter aussi les étudiants. On peut être nous-mêmes très agréablement surpris de, voilà, de leur éclairage et de leur envie. C'est ça qui nous fait briller les yeux tous les jours. Il y a autre chose, c'est que aussi nous sommes en relation avec des laboratoires de renommée internationaux. On peut noter par exemple l'université de Stanford, dans laquelle nous avons des échanges d'étudiants de Stanford et aussi des étudiants de chez nous qui partent faire de la recherche à Stanford. Donc, nous sommes très jaloux de cette relation et nous développons d'autres aussi à travers le monde. Donc, nos étudiants auront la capacité de se frotter à des top universités sans aucun complexe et bien formés par nos excellents enseignants-chercheurs. Il y a d'autres choses, c'est que, et ça, il faut le dire, qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui le font, c'est que l'ISEP prend des fonds propres pour justement avoir des bourses d'excellence pour donner aux élèves qui veulent souhaiter faire, par exemple, une carrière de chercheur ou une carrière de doctorat. Ça veut dire dans tout le cursus académique de nos étudiants, notre fonction primaire et primordiale, c'est de découvrir des talents. Voilà. Et les encourager, effectivement. Donc, il y a des talents qui pourront ir dans l'innovation de la recherche et donc dans l'innovation d'entreprise. Et cela, ce sera l'accompagnement par le département de Madame Rajashiki. Mais notre affaire à nous tous, c'est de détecter ces talents au fur et à mesure du cursus académique. Maintenant, les domaines d'applicatifs de la recherche à l'ISEP, il faut dire qu'à l'ISEP, nous avons une devise qui est le numérique au service de l'humain. Donc, nous regardons les projets de recherche dans lesquels nous développons et nous sommes sensibles à qu'ils aient une application et une fonction dans la société. Et ces domaines, ça peut être le domaine médical, l'environnement et l'agriculture raisonnée, l'électronique verte, okay, et aussi l'environnement connecté. Donc, vous pouvez avoir, je veux dire, il n'y a pas de frein pour rêver chez nous, pour tous les étudiants qui voudraient voilà, avoir des idées. Notre boulot du matin au soir, c'est d'essayer de les concrétiser avec eux. Voilà, grosso modo, le tour de la recherche. Donc, si on résume, faire de la recherche, ce n'est pas rester enfermé dans son labo, etc. C'est vraiment connecter avec des sujets d'actualité et des sujets d'avenir aussi. C'est avoir aussi la garantie d'avoir du travail quand on est ingénieur dans ces domaines-là. Exactement, exactement.
Et je dirais… Tout à fait, Monsieur Aboud, pardon. Monsieur Aboud parlait des parcours d'ISEP. C'est des parcours qui sont orientés métiers et ce sont des métiers d'avenir. Donc, nous ciblons notre formation pour que les étudiants sortant de l'école puissent avoir un emploi sûr. D'ailleurs, nos statistiques le prouvent puisque 100% de nos étudiants, au bout de 3 mois de diplomation, ont un emploi, 80% avant même qu'ils aient fini leur scolarité, c'est-à-dire pendant leur stage. Donc, effectivement, nous sommes vraiment orientés vers les métiers d'avenir et les métiers pour lesquels les entreprises sont là pour recruter. Très bien, Monsieur Aboud qui devrait arriver d'une minute à l'autre, on l'attend, hein, on espère qu'il va retrouver le chemin, normalement ça devrait aller. Du coup, puisque vous parlez de l'insertion professionnelle, donc on a parlé beaucoup de la recherche, quels sont les différents débouchés, quels sont les métiers qu'on peut faire après l'ISEP? Alors, les débouchés du numérique. Donc, il y a comme je disais, il y a des parcours métiers. Vous avez les parcours data intelligence qui permet d'aller vers un métier de data science, data scientist, data analyst. Il y a les métiers d'architecte des systèmes d'information. Et là, je vois que Monsieur Aboud est revenu, donc du coup, je vais vous laisser. Insertion professionnelle, donc on a fait tout un point sur la recherche, c'est très bien, comme ça on a eu vraiment le temps de parler de ce sujet très important. Et là, on parle de l'insertion professionnelle, des métiers qu'on peut faire après l'ISEP. Et du coup, Raja nous expliquait que c'était tous les métiers évidemment du numérique et que c'était très large. Est-ce que vous voulez reprendre la main, Dieudonné? Un mot, l'ISEP est ouvert à tous les talents, jeunes filles, jeunes femmes, jeunes hommes, tous ceux qui veulent devenir ingénieurs et participer à cette formidable transformation majeure que les technologies numériques nous apportent, tout en maintenant présent à l'esprit notre credo fondamental, c'est le numérique au service de l'homme, l'homme qui doit rester au cœur de la cité, au cœur de la société, maître de ce qu'il crée en technologie, et non pas à l'inverse, qu'il soit au service de la technologie. C'est ça notre credo, et nous essayons d'allier les compétences techniques, scientifiques, managériales, avec ces valeurs humanistes que nous portons depuis la création de l'école en 1956. Très bien. Raja, vous voulez ajouter, parce que vous étiez en train de parler, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à… Alors, nous parlions de métiers, en fait. Donc, on parlait des différents métiers auxquels préparait l'ISEP. Donc, c'est effectivement le numérique globalement. Donc, que ce soit appliqué au domaine de la santé, que ce soit appliqué à l'industrie, à la finance, etc. Et donc, du coup, nous formons des futurs ingénieurs qui seront experts spécialisés en cybersécurité, en data science, en objets connectés, en système embarqué, réseau et… Très bien, donc un peu tous les secteurs finalement et dans des métiers peut-être qui n'existent pas encore pour certains. Très bien. On va peut-être parler un petit peu de l'ambiance aussi. Alors, on reviendra sur des sujets s'il y a des questions, évidemment, mais si on peut parler aussi de votre école en elle-même, où elle se situe et quelle est l'ambiance sur le campus. Alors, nous sommes situés sur 2 campus, un qui est dans le 6e arrondissement, d'ailleurs on l'a vu dans la vidéo, à Notre-Dame-des-Champs, au cœur du quartier latin, et puis le deuxième à Issy-les-Moulineaux, qui est une smart city. Bien sûr, nous avons parlé des métiers. Il y a les différents parcours qui préparent aux métiers d'avenir autour du numérique, mais il y a toute une vie associative assez riche et variée au sein de l'ISEP. Nous encourageons d'ailleurs fortement les étudiants à s'y intéresser et s'y impliquer. Tous les loisirs et les intérêts y sont représentés, que ce soit la culture, le sport, comme par exemple ISEP Voile d'ailleurs qui a gagné plusieurs trophées. Les nouvelles technologies comme l'association de robotique AIR qui participe chaque année à des concours nationaux ou Garage ISEP qui organise régulièrement des concours, des hackathons en partenariat avec des entreprises. Nous avons aussi des associations orientées business, que ce soit la Hustle ISEP qui plutôt favorise et promeut l'entrepreneuriat au sein de l'ISEP, ou encore la Junior Entreprise, qui est une association qui a plusieurs fois été classée une des premières des meilleurs JE de France. Donc voilà, il y a un panorama et un certain nombre d'associations et je pense que tous les étudiants peuvent se retrouver dans ces clubs et associations que nous encourageons au sein de l'ISEP. Je voulais ajouter quelque chose aussi, c'est que le campus à l'ISEP
du point de vue du professorat, il est minimum bilingue, sinon même polyglotte. Et le campus est un campus jeune où nos étudiants pour côtoyer d'autres élèves qui viennent de multiples horizons. L'école est très ouverte à l'international. Nous avons des étudiants qui viennent de Chine, d'Inde, de partout en Europe. Et ça, c'est une grande opportunité pour nos étudiants d'avoir un écosystème multiculturel dans lequel ils pourraient côtoyer d'autres collègues qui viennent d'autres horizons. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment, toutefois, dans toutes les universités enseignées. C'est quelque chose de la vie. Et là, c'est quelque chose de très intéressant que la vie nous donne à l'ISEP. C'est ce écosystème multiculturel qui est une grande richesse pour nos étudiants. Et ça, je pense, c'est quelque chose aussi qui est un plus pour enrichir humainement aussi nos étudiants. Voilà. Très bien. Donc, un environnement multiculturel. Est-ce qu'on peut également, j'imagine, c'est obligatoire maintenant dans le parcours d'un ingénieur, à quel moment peut-on partir à l'étranger? À quel moment peut-on faire une mobilité internationale? Et comment ça s'organise-t-elle à l'ISEP? Oui, comme je l'avais dit, il y a une première expérience qui est offerte dans le cycle préparatoire, qui est le cycle intégré international. Ça se passe en deuxième année, soit au premier semestre, soit au second semestre. Exceptionnellement, cette année, nous avons rendu pour l'année prochaine le départ facultatif eu égard à la pandémie. Mais normalement, c'est soit au premier semestre de la deuxième année, soit au second semestre de la deuxième année. Ensuite, en cycle ingénieur, il peut y avoir des départs en deuxième année, mais massivement, les départs sont en troisième année. L'avant-dernier semestre de la formation est consacré massivement à l'international. Cela n'empêche pas de faire aussi des stages à l'international, ce qui fait qu'on se retrouve avec des profils où des élèves auront passé 1 an et demi, voire 2 ans parfois à l'international. Donc, ça peut aller de 6 mois jusqu'à 2 ans au sein de l'école, l'expérience à l'international. Vous proposez également des doubles diplômes, j'imagine, avec des universités étrangères. Absolument. Nous avons des doubles diplômes à l'international, en Allemagne avec Darmstadt, à Cranfield en Grande-Bretagne, où il s'agit d'un double diplôme en management IT qui est classé souvent l'un des meilleurs masters en ce domaine en Grande-Bretagne. Il y a en Norvège, en Suède, au Canada, au Québec, Sherbrooke, l'Université Laval, des possibilités de double diplôme à l'international. Donc, ce qui fait aussi encore une double compétence qui est développée selon les goûts et les ambitions de chacun de nos élèves. C'est cette diversité-là que nous essayons de traiter et à laquelle nous répondons avec beaucoup de ciblage et beaucoup d'attention afin que chacun puisse personnaliser son parcours et atteindre des objectifs qui s'étaient fixés au départ en arrivant à l'ISEP, voire les dépasser par les opportunités qui s'offrent à nous. Est-ce que cela débouche aussi sur des carrières à l'étranger pour la plupart, pour certains de vos diplômés? Mais bien sûr, bien sûr. Chaque année, bon, vous le savez, nous avons l'antenne de Stanford, de l'Université de Stanford, au sein de l'école que nous accueillons. On a chaque année une centaine d'étudiants stanfordiens qui viennent à l'ISEP et qui travaillent dans notre laboratoire de recherche ou qui accomplissent des projets multi-écoles entre l'ISEP, l'école de design Penningen et Stanford. Il y a des projets qui sont développés et ça pourrait se poursuivre par la création d'entreprises, ça pourrait se poursuivre par des départs à l'étranger dans cette voie-là. Comme je l'avais noté aussi, cette richesse d'expérience internationale amène un peu plus de 20% de nos diplômés à travailler à l'international. Et on les retrouve, notamment ceux qui viennent d'Asie, bon, on les retrouve dans une première expérience en Europe. Les francophones qui sont nationaux, qui sont chez nous, ils ont envie aussi de démarrer une expérience internationale. On les voit au Canada, aux États-Unis, en Europe, parfois en Chine, parfois en Inde. Donc, cette diversité-là fait que, effectivement, la dimension internationale de l'école, c'est quelque chose qui en fait l'une des meilleures écoles du numérique à l'échelle internationale. Très bien, on a fait pas mal le tour de certains sujets. Peut-être pour répondre aux interrogations potentielles de ceux qui nous regardent, qui sont sur cet atelier parce qu'ils sont en Bac+2, en Bac+3, concernant les recrutements de ce type de public. Est-ce que vous pouvez donner peut-être un aperçu des différents profils, des différents parcours qui intègrent l'ISEP à ce niveau-là?
vous parlez du niveau ingénieur là, qui viennent… À quel type de licence on peut avoir à faire quand on intègre une mission parallèle? Les licences qui permettent de suivre le cycle ingénieur sont d'abord les licences en informatique, mathématiques et informatique, les licences en automatique qui permettent aussi d'aller vers les systèmes embarqués, un parcours système embarqué, les licences en télécommunication et traitement de signal, les licences orientées mathématiques, traitement d'image. Donc toutes les licences qui permettent de développer des outils mathématiques, des outils physiques et un début de connaissances techniques orientées numériques peuvent convenir pour suivre le cycle ingénieur. Ceux qui viennent de DUT, il y a des DUT comme l'électronique, l'informatique, les réseaux, les mesures physiques aussi, qui peuvent venir et suivre l'apprentissage. Souvent, c'est par l'apprentissage qu'ils démarrent parce qu'ils ont déjà les compétences professionnelles de par leur formation technologique et ils suivent toutes les possibilités offertes à eux. Donc, les apprentis et les étudiants ont la possibilité de choisir n'importe lequel des parcours qui sont dispensés au sein de l'école. D'accord, donc c'est ouvert, tous les parcours sont ouverts effectivement à ces types de profils différents. Et quand ils arrivent dans l'école, comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils s'intègrent bien? Est-ce qu'ils suivent bien les cours? Alors là, c'est effectivement, c'est l'art de faire de nos jeunes, de la jeunesse, là, de nos promotions. On a un bureau des élèves qui est extrêmement actif, dynamique, et qui regroupe tous les viviers, hein, toutes les provenances sont représentées au sein du bureau des élèves et avec une vie associative très riche et très dynamique. Il y a d'abord un accueil à l'arrivée au sein de l'école par ce qu'on appelle le mois de coupure pédagogique en première année ingénieur. Il ne s'agit pas de démarrer les cours tout de suite, il s'agit d'intégrer l'école, d'intégrer les élèves dans l'environnement de l'école, c'est-à-dire le milieu professionnel. Les topins, l'ancienne appellation des classes préparatoires, donc on choisit de devenir ingénieur, mais sans avoir suffisamment de représentation élargie du monde de l'entreprise et sans savoir ce que sont les possibilités et les métiers de l'ingénieur. Donc c'est pour cela qu'on les met dès la rentrée de cycle ingénieur dans ce mois de coupure pédagogique, qui est une immersion dans le monde professionnel. On invite une 60aine d'entreprises partenaires à exposer leur métier, leur secteur, les compétences qu'ils attendent de nos ingénieurs. Il y a des gens qui font des témoignages sur leur carrière, comment ça a démarré, comment ça s'approche vers la fin. Il y a des créateurs de start-up qui viennent aussi exposer leur aventure de création. Et ensuite, on envoie les élèves pendant une semaine faire des visites d'entreprise, 4 ou 5 visites entreprises, afin qu'ils voient de près le fonctionnement des entreprises et la place de l'ingénieur dans cette entreprise. Comment il travaille, comment il s'insère dans son équipe, comment il dirige ses projets, ces équipes-là. Et ensuite, on leur demande de synthétiser cette expérience dans un rapport qui est conçu en petits groupes de 6 élèves, qui les prépare aussi à travailler en équipe au sein de l'école. D'accord. Ils sont dans le moule, en fait. Ils arrivent et ils sont dans le moule. Côté accueil, pardonnez-moi. Côté accueil associatif, il y a un week-end d'intégration qui rassemble toutes les promotions arrivées avec un week-end qui est passé quelque part en France. Ils ne nous le disent pas à l'avance. Hein. Et beaucoup d'activités qui permettent aux gens de se connaître entre eux et puis de nouer des amitiés et comprendre la philosophie de l'école et son mode de fonctionnement au quotidien. D'accord. Un dernier mot peut-être sur l'esprit de l'ICEP. Une fois qu'on est sorti, on reste connecté avec l'école. Est-ce qu'il y a toujours cet esprit-là? Est-ce qu'on reste assez attaché à votre école? Évidemment, on a un réseau d'alumni qui dépasse les 10 000 maintenant, pratiquement. Les alumni sont très attachés à l'école. Leur bureau, le bureau de leur association est au sein de l'école. Ils accompagnent les élèves ingénieurs dans la conception de leur CV, de la lettre de motivation, dans la recherche de stage, d'apprentissage. Il y a une complicité incroyable entre les alumni et les élèves qui préparent leur formation. On part à l'international. Il n'y a pas une grande ville dans le monde où on trouve pas d'alumni qui sont prêts à donner un coup de main, à éclairer sur ce qu'il faut faire pour suivre le meilleur semestre international ou chercher un stage ou
aller plus loin et chercher un emploi à l'international. Ils sont aussi impliqués dans le parcours création d'entreprise dont pourrait parler un petit peu Raja. Elle en a parlé quand vous étiez absent. Ouais, ils interviennent à toutes les étapes, effectivement. Que ce soit dans la formation, que ce soit dans le coaching, que ce soit pour les intégrer, enfin faciliter leur intégration dans des pays où ils partent pour un semestre académique ou pour un stage. Ils interviennent pour les aider à la rédaction de leur CV, pour pouvoir valider aussi leur projet professionnel et puis leur proposer des stages, des emplois, etc. Donc ils sont vraiment là et c'est vrai que c'est un réseau très dense et très fourni et très actif. Sur la partie recherche, je dirais qu'aussi ils ont une activité forte, c'est que cette association d'alumni, ce sont nos meilleurs ambassadeurs dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et en général, pas mal de projets et de contrats de recherche sont faits par des ex-alumni qui sont dans des entreprises et qui renouent les liens et qui les renforcent avec nous. Donc, voilà, on peut dire que c'est un retour d'investissement émotionnel vers l'école et qui se traduit toujours en continuité pour un développement de nos compétences. Très bien. Ben, merci beaucoup à tous les trois. On va terminer cet atelier. Merci d'avoir répondu à toutes les questions que je vous ai posées. Les internautes pourront évidemment revenir dessus avec le replay. Merci. J'espère qu'on a pu éclairer les personnes intéressées. Merci Carlos, merci Raja, merci Dieudonné. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel atelier. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.